Thomas Gassillou, vous êtes député La République En Marche. Donc vous avez été réélu dans la 10e circonscription du Rhône. D'abord, l'opposition a dit que c'était une déroute pour le parti présidentiel. Juste un commentaire là-dessus. Non, je ne le pense pas. C'est certes des résultats qui ne sont pas aussi importants que ceux qu'on aurait souhaités, mais je pense que ce résultat, c'est surtout le résultat qui découle d'un quinquennat de crise et d'une situation inédite. La première fois, on a eu un président de la République qui a été réélu hors cohabitation. Et donc clairement, l'élection présidentielle n'a pas créé l'effet de souffle qui génère habituellement le fait majoritaire. Et on aboutit à un résultat finalement qui est proche d'un scrutin proportionnel. Vous allez devoir négocier donc pour chaque réforme. On l'a vu avec Benjamin Morel qui n'a pas l'air très inquiet. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, d'une possible paralysie à l'Assemblée? Écoutez, les électeurs retranchés, il faut qu'on fasse avec. Et je souhaite partager l'optimisme de Benjamin Morel. Et chacun va devoir se dépasser. En tant que majorité, on va devoir veiller à mieux écouter, mieux associer toutes les sensibilités. Et puis les oppositions vont aussi devoir peut-être avoir des positions moins caricaturales. Ayons confiance dans l'esprit de responsabilité des uns et des autres pour bâtir les bons compromis pour le pays, parce qu'on partage des objectifs communs, réindustrialiser le pays, rendre les services publics plus efficaces, accélérer la transition écologique. Et donc ce sont les Français qui jugeront. Et vous savez qu'effectivement notre Constitution prévoit des outils en cas de blocage, le vote bloqué, le 49.3. Bien entendu, on ne souhaite pas y recourir. Et je pense qu'on peut arriver à avancer si chacun fait preuve d'un esprit de responsabilité. Esprit de responsabilité. Thomas Porte, vous qui êtes élu, donc vous êtes un tout nouveau à l'Assemblée nationale, député La France Insoumise, donc vous faites partie de la NUP. Bon, vous êtes un peu déçu du score de la NUP, un peu comme ils le disent tous. Vous attendiez à mieux. Notre objectif était d'imposer une cohabitation et de faire de Jean-Luc Mélenchon le Premier ministre, mais je crois qu'il faut regarder les résultats. On a 131 députés, je crois, si je lis votre chiffre. On va affiner, à mon avis, un peu plus haut avec des députés d'outre-mer si on arrive à créer les conditions. Mais moi, je veux revenir sur une chose. Les résultats d'hier, c'est une défaite pour le gouvernement. C'est la première fois qu'il n'y a pas de majorité absolue dans ce pays. Et ça confirme ce qu'on disait le 24 avril au soir. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a pas de majorité dans ce pays et que le second tour de l'élection présidentielle n'avait répondu à aucune question. Puisqu'une électrice ou un électeur sur deux avait utilisé le bulletin de vote Emmanuel Macron pour battre Marine Le Pen. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de majorité. Ça va être très difficile pour le président de la République. Est-ce que vous êtes prêt à composer avec justement, c'est ce que vient de dire Thomas Gassillou. Est-ce que vous seriez prêt à composer sur certains textes, sur certaines dispositions avec la majorité? Sur la retraite à 60 ans, on serait prêt évidemment à composer, mais quand j'entends le représentant de la majorité dire qu'on partage des objectifs, évidemment qu'on partage les mêmes objectifs, notamment celui, je reprends, qui a été cité, de lutter contre le réchauffement climatique et d'engager le pays dans une transition écologique. Je rappelle quand même qu'on sort d'un quinquennat où le président a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique. Donc on voit bien que les éléments de langage ils ne correspondent pas à la réalité. Et en tout cas, nous, on fera tout pour que les politiques d'Emmanuel Macron ne soient pas mises en œuvre. Parce que je le redis, ici, il n'y a pas de majorité dans ce pays pour la retraite à 65 ans. Ça n'existe pas. Vous ferez tout donc pour que ça ne soit pas mis en œuvre, c'est ce que vous dites. Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, lui, souhaiterait que ce groupe NUP reste un groupe uni à l'Assemblée. Manifestement, il y a déjà des fissures à gauche, puisque Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste et le Parti Communiste s'opposent justement à ce groupe unique NUP. Donc là, ça veut dire que si ça fissure, eh bien, si vous ne restez pas groupés, c'est le Rassemblement national qui va devenir le premier groupe d'opposition au sein de l'Assemblée. D'abord, il y a encore des discussions et tout est sur la table. Et Jean-Luc Mélenchon a fait une proposition que je partage. C'est-à-dire qu'on a été élu sous une bannière politique qui est celle de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Moi, je suis élu de la 3e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Nous avons 12 députés. Les gens ont voté pour des députés de la NUP. Donc ça serait tout à fait légitime que nous ayons un groupe ensemble à l'Assemblée avec des délégations. Oui. Mais je dis la France Insoumise, c'est 75 députés seulement. Donc sans les autres, vous n'êtes plus majoritaire. Mais par exemple, Elsa Fossillon, qui est membre du Parti communiste français, qui a été réélu, a appelé de ses voeux qu'il y ait un groupe commun. Audrey Pulvar, qui est dans la majorité socialiste d'Anne Hidalgo, a appelé de ses voeux à ce qu'il y ait un groupe commun. Et je crois que c'est l'intérêt général qui doit primer. Et ça n'empêchera pas de respecter la diversité des organisations politiques. On voit la diversité à l'écran justement de la NUP. Et pour l'instant, les autres... Dans l'accord que nous avions passé avec les autres forces politiques de gauche, il y avait quand même la proposition d'un intergroupe. Donc c'est une traduction qui peut se matérialiser sur un nouveau groupe. Chacun aura des délégations, ça se fait déjà au Parlement européen. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon, en responsabilité, a raison d'appeler à la création de ce groupe. Mais pour l'instant, ça se fissure. Non, pour l'instant, il y a des discussions. Il y a des discussions. Enfin, en tout cas, ils ne veulent pas de ce groupe commun, en tout cas au PS, Europe Écologie Les Verts, et également le PCF. Vous verrez dans les prochaines heures. Donc vous restez optimiste là-dessus. Oui, vous souhaitez... je souhaite qu'il y ait ce groupe qui soit créé à l'Assemblée nationale et je pense que la responsabilité des uns et des autres débouchera sur
une réponse positive. Béatrice Rouleau, évidemment, si ce groupe ne se fissure, c'est le Rassemblement national qui va évidemment en profiter puisqu'il deviendra là pour le coup le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi une toute nouvelle à l'Assemblée nationale? Alors, je suis une toute nouvelle à l'Assemblée nationale. Je suis conseillère régionale, mais c'est la première fois que je rentre à l'Assemblée nationale. Et Monsieur Morel, non, vous non, voilà. Et donc, j'allais dire enfin un peu de démocratie dans ce Parlement. Le score du RN est 11 fois plus de députés qu'en 2017. Nous sommes incontestablement le premier groupe à l'Assemblée nationale et nous le resterons. J'allais dire enfin pourquoi. Parce que vous vous souvenez que nous n'avions même pas de quoi constituer un groupe. Je crois que nous étions 9 députés un petit peu moins après, quand certains sont partis. Alors que ma présidente représentait 10 600 000 voix d'électeurs, c'était un déni de démocratie dont chacun se satisfaisait. Aujourd'hui, il y a un peu plus de proportionnel. Il n'y a pas eu de proportionnel du tout, mais en tout cas, mais ça ressemble, je reprends vos commentaires, ça ressemble davantage à un scrutin qui serait issu de la proportionnelle. Alors, donc, plus de démocratie, je crois qu'on peut s'en réjouir. Et absolument pas s'en inquiéter, parce que le peuple, justement, sera représenté. Moi, ce que je veux, c'est souligner l'incohérence, en fait, de la NUPES, qui était juste là pour engranger des sièges, et qui, au lendemain, une fois qu'on a eu les sièges, eh bien, finalement, chacun reprend sa petite musique, et chacun, les socialistes disent c'est nous les socialistes, la France insoumise dit on veut commander. Bon, c'est à votre avantage. Donc c'est complètement à notre avantage, et ce n'est pas cohérent vis-à-vis des électeurs. Et moi, je ne m'étonne pas qu'il y ait eu 89 députés élus sous la bannière Rassemblement national, parce que nous sommes près des électeurs et nous sommes cohérents. Vous avez été surprise néanmoins, probablement. Non, j'ai été surprise d'être au second tour, mais pas du tout après d'être élue, et je n'ai pas été surprise du score. Moi, je pensais, alors que vous avez souvent raison, sur ce point, je pensais que vous n'aviez pas raison. Et moi, je m'attendais... La presse en général. La presse en général. Vous parlez des sondeurs, peut-être. Les sondeurs. Et moi, je m'attendais à plus de 50 sièges, personnellement. On va écouter Marine Le Pen. Je pense que tout le monde considère que c'est une victoire pour le Rassemblement national. Oui, nous demanderons tout ce à quoi nous avons droit, tout ce qui aurait été accordé au premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc la présidence de la Commission des finances, bien sûr, et une vice-présidence, bien sûr, parce que le groupe que nous avons, qui est encore une fois le premier groupe d'opposition de l'Assemblée, ne transigera sur aucun des moyens qui lui est accordé par la tradition ou par les règles républicaines pour pouvoir défendre les Français. Elle veut briguer la présidence de la Commission des finances. Benjamin Morel, c'est un enjeu important. Ça, normalement, sous la Ve République, en général, c'est le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale qui détient cette présidence. Déjà, ça ne date que de 2008. Et c'est vrai que cette course à l'échalote à qui va être le premier groupe d'opposition, le spécialiste de droit parlementaire s'en étonne un petit peu. Parce que comment ça se passe, cette présidence de la Commission des finances dont tout le monde parle? En réalité, dans le règlement de l'Assemblée nationale, il y a écrit que cette présidence de la Commission des finances revient à l'opposition. Pas forcément au premier groupe d'opposition. Alors là, vous en avez deux, elle est illustrée à droite et à gauche. Donc, que fait la majorité en règle générale? Eh bien, la majorité s'abstient. Elle s'abstient et du coup, elle laisse l'opposition désigner le président de la Commission des finances. Ça n'a rien à voir avec le premier groupe. Évidemment, le premier groupe a plus de députés, donc il peut l'emporter. Mais si la NUP, par exemple, a un intergroupe ou un seul groupe, ça ne change rien. Et en réalité, là où c'est encore extrêmement étonnant, c'est que du point de vue du droit parlementaire, il vaut beaucoup mieux avoir beaucoup de groupes. Parce que lorsque vous avez un groupe, vous avez, c'est un peu technique, mais une commission d'enquête par an. Vous avez ce qu'on appelle une niche parlementaire, c'est-à-dire une possibilité de faire avancer vos propositions de loi de manière annuelle sur une demi-journée, etc. Donc le Parlement reprend un peu plus ses droits. Donc non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que si vous avez un seul groupe, vous n'avez que ça une fois. Si vous en avez 4, vous avez 4 fois ça. Donc en réalité, va y avoir une bataille plus vous avez pour de groupes, poste. plus vous avez de groupes, plus vous avez d'espace. Est-ce qu'il va y avoir une bataille pour ce poste? Si jamais ça se joue comme ça devrait se jouer normalement, il devrait en effet y avoir une majorité qui s'abstient et les députés d'opposition qui seront les plus nombreux à se mettre derrière un candidat ou une candidate devraient l'emporter. Si la NUP a une seule et même candidature, elle peut l'emporter face au RN et face à LR. Thomas Gassillou, qu'est-ce que vous pensez justement de cette option pour la présidence de la Commission des finances?
la majorité va s'abstenir cette fois et laisser donc l'opposition briguer? On verra bien. Vous savez, l'installation des députés est en cours d'un point de vue administratif et tout ça va se passer la semaine prochaine. Moi, je pense que ce qui est fondamental dans ce qu'on se dit, c'est finalement qu'on ne peut pas se contenter d'une majorité à l'Assemblée pour réformer le pays. Il faut également faire adhérer l'ensemble des forces vives du pays. Et donc, c'est plutôt sain que finalement des décisions se prennent avec l'ensemble des forces politiques qui doivent être représentées. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je rappelle que dans notre projet en 2017, on souhaitait ajouter une dose de proportionnel. Finalement, ça se fait, j'allais dire, par accident. Ça ne s'est pas fait, hein, pardonnez-moi Thomas Gassillou, mais en 5 ans... Ça ne s'est pas fait notamment... Oui. Cette réforme institutionnelle, je rappelle, qui a été bloquée notamment par le Sénat. Et donc finalement, on est dans une situation aujourd'hui de quasi proportionnelle. On a la chance d'être un pays qui dispose d'un président avec une légitimité démocratique, qui peut prendre des grandes décisions pour le pays, notamment sur la scène internationale. Et au niveau parlementaire, maintenant, nous allons devoir, certes par accident, apprendre la culture du compromis, pour bâtir ensemble les grandes décisions qui seront bonnes pour le pays. Et vous n'êtes pas contre la culture du compromis, à vous entendre. En tout cas, Christian Jacob, le patron LR, pardonnez-moi, il a dit pas de pacte ni de coalition. Il ne va pas vous rendre la vie facile, finalement, alors que le LR aurait pu passer une coalition avec vous, déjà. Non, mais écoutez, j'ai été élu local pendant plus de 10 ans avant d'être député. Dans l'ensemble des exécutifs que j'ai dirigés ou auxquels j'ai participé, il y avait des personnes de droite, il y avait des personnes, des écologistes. Et à chaque fois, quand on a pu échanger, quand on a eu la culture du compromis, on a été capable de prendre des bonnes décisions pour notre territoire. Je constate que les autres pays européens y arrivent. Donc je fais confiance en l'esprit de responsabilité des uns et des autres pour arriver à construire des majorités de projets. Et finalement, c'est un peu l'histoire qui nous bouscule. Et je pense qu'il faut qu'on saisisse cette occasion pour ensemble, finalement, tenter de parvenir à trouver ces grands compromis qui, notamment, j'en suis sûr, nous permettront d'avancer sur, par exemple, la transition écologique. Alors, je ferai justement réagir à ce que vous venez de dire nos députés d'opposition sur ce plateau. Mais avant cela, on retrouve Armand Zorn, député au Bundestag, député du SPD. Vous êtes à Bruxelles avec nous en direct. Bonsoir à vous. Alors, en Allemagne, évidemment, c'est un autre système, un système parlementaire. On n'est pas du tout dans ce régime présidentiel à la française. Les coalitions, vous connaissez très bien, puisque le dernier, d'ailleurs, vous mettez du temps même à finalement avoir un chef de gouvernement, tellement ça devient, ce n'est pas si simple. Comment est-ce que vous regardez, vous, justement, la France, ce qui se passe en France? Ça vous paraît normal, finalement, qu'on se retrouve avec un pays qui doive trouver des coalitions? Si vous voulez, moi je pense qu'en fait les réalités politiques ont bien rattrapé le système politique en France, parce que le système majoritaire qui est défavorable pour les petits partis politiques en France, je trouve qu'il est arrivé à ses limites, c'est ce qu'on voit bien. Et je pense que quand on voit tous les enjeux, quand on voit tous les challenges auxquels on fait face aujourd'hui, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit aussi à l'échelle européenne, je pense qu'il faut vraiment un système qui met une entente en place, qui met un compromis, qui rend un compromis possible pour vraiment résoudre ces problèmes. Malgré le fait qu'en Allemagne, on voit aussi un petit peu les limites de ce compromis. Comme je le disais, combien de mois avez-vous mis avant d'avoir un chef de gouvernement? Et comment ça se passe? C'est autour d'un projet que ça marche, hein, c'est ça? Si vous voulez, on a souvent tendance à se plaindre un peu du système politique en Allemagne, mais au final, je pense qu'on est quand même très fiers de notre système politique. La constitution allemande demande des partis politiques, des groupes politiques, de travailler ensemble. Donc, on sort d'une campagne électorale où chaque parti politique a bien sûr sa campagne électorale, a bien ses projets, mais après les élections, puisque c'est clair qu'aucun parti n'aura la majorité absolue, les partis politiques sont donc forcés à négocier, sont donc forcés à définir un projet commun, un projet pas seulement pour le parti politique, mais pour l'ensemble de la République fédérale. Et au final, moi je trouve que quand vous voyez les décisions qui sont prises, ça met du temps, c'est compliqué, c'est des compromis, mais la majorité des décisions que les gouvernements allemands prennent ont bien une majorité, pas seulement une majorité politique, mais aussi une majorité de la société. Et donc vous voyez, vous avez les forces majeures de la société qui sont derrière ces décisions prises. Et je pense que ça qui est vraiment important, surtout quand on vit dans une transition comme celle qu'on fait face en ce moment. C'est une marque de démocratie, Benjamin Morel. Est-ce que ça peut vraiment s'appliquer en France? Parce qu'on était
Je veux dire, on était franchement déjà même étonnés de voir que les Allemands, vous avez à la fois le SPD, donc la social-démocratie, les Verts et puis le Parti libéral, alors qu'a priori, ils n'avaient rien en commun, surtout pas les Verts et le Parti libéral. Ils ont réussi à se mettre ensemble sur un projet très spécifique. Ça peut arriver en France, véritablement? Oui, mais vous avez une solution en fait qui est liée au mode de scrutin, qui est liée à la proportionnelle. Alors là, on a un scrutin majoritaire, mais on a un effet plutôt proportionnel. Mais en réalité, quand vous regardez en effet les enquêtes transnationales, notamment sur l'Allemagne, vous voyez que le taux de satisfaction vis-à-vis des politiques publiques est beaucoup plus important, tout bêtement, parce que quand Angela Merkel gouverne avec une coalition CDU, CSU, SPD, vous avez à peu près un Allemand sur deux qui a voté pour les partis de la coalition. Ils ont une culture du compromis. Ils sont contraints à cette culture du compromis. C'est-à-dire qu'en règle générale, vous n'avez pas de majorité pléthorique. En France, vous avez des majorités pléthoriques de manière structurelle, donc on n'est pas habitué à ça. Par ailleurs, vous avez l'élection du président de la République. On parle beaucoup d'une alliance potentielle avec LR. Mais pour LR, en 2027, c'est difficile d'envoyer un candidat à la présidentielle qui assumerait le bilan d'Emmanuel Macron. Donc le fait justement de devoir présenter un candidat demain fait que les marges de manœuvre pour établir des compromis sont structurellement difficiles, d'où une vie politique qui est beaucoup plus conflictuelle. Thomas Porte, c'est vrai que la vie politique française est beaucoup plus conflictuelle que outre-Rhin. Par exemple, on va prendre un exemple concret. Il y a ce texte sur le pouvoir d'achat. C'est le premier texte, a priori, que voudrait adopter la majorité présidentielle. Donc, c'est un texte. Est-ce que vous pourriez le voter? Il y a prolongement, pour résumer, un bouclier tarifaire sur l'énergie, un nouveau dispositif sur le prix de l'essence pour les gros rouleurs, la suppression de la redevance audiovisuelle, la revalorisation des retraites, peut-être, mais c'est encore en discussion, un chèque alimentaire. Est-ce que vous pourriez le voter? Mais on verra le contenu exact du texte, parce que vous avez donné quelques éléments. On ne sait pas encore ce qu'il y a dedans, mais déjà les premières annonces pour nous, elles sont pas à la hauteur de la situation. Nous, on est sur d'autres mesures, c'est-à-dire du blocage des prix, celle d'aller taxer les grandes multinationales, notamment Total, qui ont profité de la crise pour s'enrichir et verser 8 milliards de dividendes aux actionnaires quand les Françaises et les Français voient les factures augmenter. Mais vous avez parlé de compromis et de discussion. Mais je rappelle quand même qu'au second tour, après le second tour de la présidentielle, Bruno Le Maire était sur les plateaux télé pour dire attention, si ça va pas assez vite, on mettra en place le 49.3, notamment sur la réforme des retraites. Donc voilà aujourd'hui la réalité de la réforme des retraites, vous ne la voterez jamais. Bien sûr, mais je dis une chose, regardez le travail des 17 députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale sur les 5 dernières années. Nous avons déposé des milliers d'amendements, des milliers de propositions de loi, et je crois qu'il y avait des amendements, des propositions de loi qui répondaient à l'intérêt général, et par dogmatisme, là aussi, la majorité n'en a voté quasiment aucun. Donc on voit aussi que celles et ceux qui parlent de compromis ne l'appliquent pas quand ils sont aux affaires, et je le redis, ce président de la République n'a pas de majorité, et moi je suis surpris d'ailleurs qu'Elisabeth Borne reste Première ministre après les résultats des élections législatives. Donc je ne suis pas tout à fait sûr que vous soyez prêt à la compromis. Au compromis, pardon, pas à la compromission, j'allais dire. Non, à la compromission, non, et au compromis, s'il va dans le sens de l'intérêt général et des besoins des Françaises et des Français, pourquoi pas, mais il faudra voir le contenu des textes. Béatrice Rouleau, quant à vous alors? Le pouvoir d'achat, c'est la première mesure, c'est la mesure phare de Marine Le Pen. Donc a priori, le sujet nous intéresse puisque c'est nous qui l'avons proposé en premier. Alors, il faut vous savoir proposez d'autres choses que ce qu'il y a dans le fameux texte. des choses beaucoup plus intéressantes pour lesquelles les électeurs, évidemment, nous ont suivis. On proposait, nous, la baisse de la TVA sur les produits énergétiques. Alors ça, c'est pas du tout le projet d'Emmanuel Macron. C'est pas du tout le projet. Donc, c'est pour ça que si on doit discuter ce projet, je pense qu'on aura notre pierre à apporter. Après, moi, je voudrais simplement souligner une chose. C'est que ma présidente est une femme intelligente et pragmatique et mesurée, quoi qu'on en dise. Je vous mets au défi, dans son programme, de trouver une mesure extrême. Et si la mesure proposée... ce n'est pas le même programme, on va dire. Et si la mesure proposée... Je voudrais juste terminer ma phrase. Et si la mesure est bonne pour le peuple français, parce que c'est de cela dont il s'agit, eh bien, je ne vois pas pourquoi ma présidente ne voterait pas un texte qui serait bon pour les Français. Ce sera un peu au cas par cas. Mais s'il n'y a pas de baisse de TVA, par exemple? Je n'en sais rien, je ne peux pas parler à sa place. Donc, je pense que vous aurez le plaisir de l'inviter et elle vous répondra. Et surtout, nous nous réunirons. Nous en sommes au début. Mais voilà quel est le principe. C'est-à-dire que, de toute façon, le pouvoir d'achat, on est heureux que M. Macron, on est heureux plutôt que M. Macron ait repris ce thème, puisque c'était notre thème de campagne en premier. Et évidemment, les propositions qui seront bonnes, nous ne ferons pas d'obstruction stérile. C'est ce que je voulais dire. Pas d'obstruction stérile. Mais nous défendrons le peuple français. C'est-à-dire que nous ne sommes pas systématiquement dans la revendication comme peut l'être la France insoumise. Thomas Gassillou, alors justement une réaction de votre part. Comment obtenir des compromis avec justement Rassemblement National et la NUP qui ont vraiment, y compris sur le pouvoir d'achat, des projets extrêmement différents du vôtre?
Est-ce que vous allez reprendre les textes? Est-ce que vous allez y ajouter des dispositions? Alors peut-être pas sur la revalorisation du SMIC, mais peut-être sur d'autres, par exemple la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Ça, c'est une des propositions du Rassemblement national. Écoutez, je pense qu'on va être poussé à adopter chacun un nouveau logiciel politique. Effectivement, la conclusion de tout ça, c'est qu'aucun système politique n'est parfait. Et là, finalement, par accident, on va peut-être progresser avec un système plus proportionnel. On en tirera les conséquences dans quelques années, puisque vous savez qu'on doit faire également une réforme institutionnelle. Et moi, j'ai confiance sur le fait que si chacun fait un effort, ça peut fonctionner. Quand l'intérêt du pays est en jeu, chacun doit pouvoir se dépasser. Je peux vous dire que j'ai été. Mais pardonnez-moi, excusez-moi, je vous interromps. Lorsque les projets. La proportionnalité, il faut aussi le référendum d'initiative citoyenne. Mais sur des choses aussi simples que le pouvoir d'achat, encore une fois, les projets sont diamétralement opposés. Non, écoutez, les positions des uns et des autres qui ont pu s'exprimer ici, qui va être pour ne pas faire un bouclier tarifaire, qui va être contre la suppression de la redevance audiovisuelle, qui va être contre valoriser les retraites. Les Français vont nous regarder et qui osera s'opposer contre telle ou telle mesure, d'autant plus si on les a co-construits. Encore une fois, j'ai vécu 5 ans. Où je vois déjà Thomas Porte qui n'a pas l'air du tout d'accord avec ce que vous dites. Eh ben, il l'assumera devant ses électeurs. J'ai vécu 5 ans où lors des déplacements internationaux, avec des députés LFI, parfois des députés RN, nous étions en mesure parfois, parce que l'intérêt du pays l'exigeait, d'avoir des positions communes. À peine nous étions rentrés en France que tout d'un coup nous étions totalement opposés. Je crois que nous avons la capacité de dépasser les clivages parce que l'intérêt supérieur du pays est en jeu. Et les prochaines semaines seront très instructives à ce sujet-là. Et vous verrez, je pense qu'on sera en mesure de progresser. Et en l'occurrence, le discours de politique générale de la Première ministre, puisque Elisabeth Borne, donc, qui va le faire, il me semble que c'est le 5 juillet, c'est ça, si je ne me trompe pas. C'est le 5 juillet. Il y a déjà donc, une motion de censure qui devrait être déposée, en tout cas, par Éric Coquerel. C'est le cas. En tout cas, il va le faire. C'est une discussion et je pense que ça va être, on va aboutir là-dessus. Mais vous savez, à peine. Ouais, mais je rebondis juste une chose déjà parce que on parle du résultat des élections. On dit que c'est quelque part, j'ai entendu le mot, c'est un accident ou un accident démocratique. Non, c'est une réalité électorale qui a parlé hier et qui montre que le pays est extrêmement divisé, et qu'il n'y a pas de majorité. Je le redis ici. Si vous voulez aller dans le sens de l'intérêt général, la motion de censure, ça n'est pas le compromis pour le coup. Ça, ce sont les instruments français. Ben, on utilise les éléments qui sont à notre disposition. Et moi, je le redis ici, quand un gouvernement mène campagne et qu'on a quand même des représentants de la Macronie, je pense à Christophe Castaner qui est battu, on a eu Jean-Michel Blanquer au premier tour, et qu'on n'a pas de majorité absolue et qu'il y a un désaveu dans les urnes, il faudrait s'interroger. Moi, je pense qu'Elisabeth Borne devrait démissionner de son poste de Premier ministre. On ne peut pas rester Premier ministre après ce qui est quand même une défaite électorale pour Emmanuel Macron et la République en marche. Thomas Gassillou. Écoutez, une élection, même présidentielle, n'a jamais éteint les différences qui pouvaient avoir lieu dans un pays. Simplement, avant, il y avait un souffle majoritaire, puisqu'il y avait une proximité des élections législatives, des élections présidentielles, parce que souvent, il y avait des nouveaux présidents, et donc ce souffle majoritaire soufflait suffisamment fort pour que le fait majoritaire s'applique. Effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation nouvelle, et je pense que chacun d'entre nous sera en mesure de se hisser un peu plus haut que sa propre appartenance partisane, pour tenter de trouver des solutions ensemble. Et franchement, j'ai l'espoir qu'une fois que nous serons trouvé ces positions ensemble, le pays y adhérera d'autant plus facilement que personne n'aura été... Donc on garde Elisabeth Borne. Pour l'instant, il n'est pas question, comme le demande justement Thomas Porte, qu'elle quitte son poste. Écoutez, il faut sortir des questions de personne. Ce qui compte, encore une fois, c'est ce qu'on fait pour le pays. Et donc, ayons tous cette volonté de faire avancer les pays, et je pense qu'on pourra s'en sortir. Armand Zorn, justement, en Allemagne, vous avez cette pratique, on dit que c'est une culture du compromis en Allemagne. Quels conseils vous pouvez donner à la classe politique française ? Si vous permettez, je pense que personnellement, il faut une réforme constitutionnelle, parce que là, on s'en rend bien compte que le système politique ne fonctionne plus. Je trouve que c'était un truc qui s'est un peu montré dans ces dernières années, mais avec ces dernières élections parlementaires, législatives, on voit bien que ça ne fonctionne plus. Et le deuxième conseil, si je peux me permettre, c'est qu'il faut s'organiser des majorités au sein de l'Assemblée, au sein de la société. L'idée qu'il y a un parti politique qui va venir avec un programme, et ce programme aura vraiment le support de la majorité absolue des Français, ça me semble quand même assez un peu dépassé, si vous voulez. Donc je pense qu'il faut vraiment
une réforme politique. Et je pense que c'est aussi vraiment une chance pour la classe politique, pour le système politique en France. Donc j'invite vraiment tous mes collègues français et françaises à travailler vers cette réforme. Réforme. Alors d'abord, un mot sur cette réforme constitutionnelle, Benjamin Morel, dont on parle depuis 5 ans d'ailleurs, et qui pourrait peut-être voir le jour pendant ce nouveau quinquennat. C'est le paradoxe, c'est la première victime d'hier. Parce que pour avoir une réforme constitutionnelle, vous avez deux nécessités. D'abord, avoir une majorité conforme à l'Assemblée et au Sénat. Donc il faudrait que le Sénat vote conforme, ce qui est loin d'être évident. Il faudra trouver ensuite soit 3/5 des députés, soit organiser un référendum. Trouver 3/5 des députés, ça veut dire qu'actuellement, Ensemble, plus LR au Sénat et à l'Assemblée, n'ont pas cette majorité. Donc ça impliquerait une majorité très large. Ça paraît très compliqué, mais petite lueur d'espoir. On parlait tout à l'heure de la proportionnelle. La proportionnelle, ce n'est pas du domaine constitutionnel. Ça peut passer par une loi ordinaire. Et donc, il est possible, en revanche, assez facilement, de changer le mode de scrutin. Est-ce qu'elle reste la priorité aujourd'hui, la proportionnelle, alors qu'on voit, voit les résultats à l'Assemblée nationale sans proportionnelle. On n'en a plus besoin de cette proportionnelle. C'est quand même très particulier ce qui s'est passé hier. Une autre élection demain ne reproduirait pas forcément. On risque de retrouver des vagues majoritaires. Donc oui, la proportionnelle à ce stade-là m'apparaît nécessaire. Béatrice Rouleau. Oui, M. Macron porte quand même une certaine responsabilité à avoir promis la proportionnelle dans son programme de 2017 et à ne pas l'avoir fait. Donc il est urgent que la loi change de ce point de vue-là. Et nous souhaitons aussi, nous, un référendum d'initiative citoyenne qui sera un levier pour beaucoup de réformes. Thomas Porte, alors, cette réforme constitutionnelle, vous y êtes favorable aussi? La question de la proportionnelle, je crois que tous les partis sont plus ou moins favorables. Voilà, donc ça pourrait être un projet... Mais Emmanuel Macron l'avait promis, et c'est pas la seule promesse qu'il n'a pas tenue. Donc, mais alors là, si elle est représentée... on verra le contenu. Moi, je ne me prononce pas sur le contenu d'un texte sans l'avoir sous les yeux. Mais la proportionnelle, vous n'êtes pas contre, ça pourrait être justement un des projets. L'utilisation du 49.3, Thomas Gassillou, on sait tout de même que ça va être l'arme qui peut être utilisée. Alors c'est vrai qu'elle est encadrée, ce que disait Benjamin Morel. Manifestement, on a le droit de l'utiliser une fois pour le budget et encore une fois par session parlementaire. Donc ça fait 2 fois par session parlementaire, c'est ça? Alors, je pense votre contrôle. Le financement de la sécurité sociale aussi, donc ça peut être un peu plus. Et puis vous avez des sessions extraordinaires durant l'été, mais ça ne fait malgré tout pas une méthode de gouvernement. Oui, mais peut-être, Thomas Gassillou, peut-être qu'il y aura recours, la Première ministre, à ce 49.3 pour faire passer ses projets. Effectivement, le fait majoritaire n'avait pas tellement été prévu par les fondateurs de la Ve République et la Constitution regorge d'outils mis à disposition pour le gouvernement pour faire passer des textes en cas de blocage. Mais il ne faut pas commencer la discussion alors qu'on démarre tout juste le mandat législatif en parlant de ces outils. Encore une fois, je pense qu'on est en mesure de dégager des majorités de projets. Vous voyez, on parlait de la proportionnelle. Il faut qu'on ait ce débat clairement. Nous, on était pour une proportionnelle partielle. D'autres voudront peut-être une proportionnelle intégrale. Ce qui est vraiment très positif, c'est que dans les années qui arrivent, on va avoir une occasion d'expérimenter une assemblée un peu plus représentative des poids politiques de chacun. Et on aura l'occasion d'expérimenter si la classe politique sait être à la hauteur de cette nouvelle situation. Mais alors justement, sur la réforme des retraites, Thomas Gassillou, il est clair que vous n'avez pas du tout le même projet que ni au RN, ni à la France Insoumise, à la NUP. C'est très différent. La retraite à 65 ans, c'est votre projet, donc celui de Emmanuel Macron et éventuellement LR, mais pas les autres. Exactement. Vous avez bien fait de dire qu'effectivement, le projet de réforme des retraites porté par les LR est assez proche du nôtre. Vous avez noté également que LR plus majorité permettait d'avoir une majorité. Et donc si sur ce projet-là, il faut qu'on avance davantage avec les LR pour obtenir une majorité et générer un consensus, on le fera. On sera pragmatique pour au cas par cas avancer avec toutes les bonnes volontés. Et pourquoi Elisabeth Borne a l'air si inquiète lorsqu'elle a fait son discours hier? Mais parce que vous avez l'air très ouvert. On est face à une situation nouvelle qui n'a pas été pensée et pour lequel on n'a pas installé des outils juridiques, mais qui se provoque par un faisceau particulier, on va dire, qui ne se reproduira plus peut-être d'ailleurs. Voilà, donc on est face à une situation nouvelle qui est non anticipée. Et bien encore une fois, faisons du positif avec cette situation nouvelle et ce sera une occasion de tester si l'ensemble de la clause politique est en mesure de développer cette culture du compromis. Et ce sera un très bon exercice avant une éventuelle réforme institutionnelle. La retraite à 65 ans. C'est non, évidemment. Donc ça c'est non. Donc mais je dis une chose, la retraite à 65 ans est minoritaire dans le pays. Les derniers sondages qui sont sortis là-dessus, et ce n'est pas les sondages de la France Insoumise ni de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, c'était à l'époque le JDD qui disait que 77% des Français voulaient la retraite à 60 ans. Donc il n'y a pas de majorité. C'est le projet d'Emmanuel Macron, en tout cas. Bien sûr, mais il n'y a pas de majorité populaire. Et si Elisabeth Borne est si inquiète, c'est qu'elle sait qu'il n'y a pas de majorité pour un certain nombre d'idées du programme d'Emmanuel Macron.
Et ce gouvernement, sur les 5 dernières années, n'a pas brillé par le compromis. Ce n'est pas une méthode de gouvernement qui a été expérimentée par Emmanuel Macron depuis 5 ans. Donc ils ne savent pas faire et ils n'ont pas cette volonté-là. Et donc sur la réforme des retraites à 65 ans, pour nous, c'est clair que c'est non. Et vous? Alors, on ne sait pas trop d'ailleurs où veut aller M. Macron, parce que M. Macron a changé de position quelques jours avant les élections. Donc, déjà, on ne connaît pas trop le projet de M. 64 ans ou 65 voilà, ans. On hésite, on ne sait pas. Bon, donc, nous, en tout cas, clairement, au Rassemblement national, nous sommes pour la retraite à 60 ans quand on a commencé à travailler jeune, ce qui paraît logique. Avec combien d'annuités? Alors, c'est 40, hein, c'est ça? De toute façon, nous, on est un peu plus, vous voyez, on est un peu plus souple et un peu plus pragmatique. Donc, ça ne répond pas à ma question sur les annuités. Combien d'annuités? Comme la France Insoumise, c'est 40. Bien sûr. 40 voilà, annuités. Alors, pour la retraite à 60 ans? Pas sûr. Non, c'est la retraite à 60 ans quand on a commencé jeune. Ça veut dire quoi, commencer jeune? Bah, écoutez, ça ne nous paraît pas logique quand on a commencé, par exemple, à travailler à 16 ans, effectivement, qu'on ait une retraite à 65 ans. Donc... Enfin, en tout cas, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord avec le projet présidentiel. Il n'y a que donc, LR, qui n'est pas représenté sur ce plateau, qui pourrait effectivement voter ce projet, Benjamin Morel. Potentiellement LR, mais ça ne va pas être si facile que ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas certain qu'Ensemble plus LR fasse une majorité là-dessus, tout bêtement parce que LR va vouloir poser ses conditions, Horizon va vouloir poser ses conditions qui vont être des conditions drastiques. Mais du côté des députés Renaissance qui sont dans des circonscriptions de centre-gauche et qui pour certains sont passés à 100 ou 200 voix près hier, faire ce cadeau-là à LR, c'est une condamnation à mort pour 2027. Donc ce que vous gagnez à droite, vous pouvez dans cette coalition, en tout cas dans cette alliance ad hoc, le perdre à gauche. Donc un projet de loi sur la retraite va être extrêmement compliqué, d'autant que dans l'histoire, quand vous avez des phénomènes d'obstruction qui fonctionnent, ils ont toujours 3 piliers. D'abord une opposition qui sait faire de l'obstruction. Les oppositions à l'Assemblée nationale savent faire de l'obstruction. Et elles vont avoir l'occasion de le faire. Elles vont avoir l'occasion de le faire. Un mouvement dans la rue qui est capable de faire monter la mayonnaise durant que l'obstruction a lieu au Parlement, et une majorité qui se divise sur le projet. Et là, en effet, tous les ingrédients sont là pour qu'un tel projet fasse exploser au sein même de la majorité les coalitions en place. Thomas Gassillou, donc ça pourrait faire exploser la majorité. On voit d'ailleurs, on a un schéma en ce moment à l'antenne, où on voit comment est composé justement ensemble 160 députés La République En Marche, 28 Horizon, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, et 48 Modem, c'est bien ça. Donc effectivement, un potentiel là aussi d'éclatement sur le projet de la retraite à 65 ans. Il a été indiqué que Horizon n'était pas en phase avec nous sur la question de la retraite. Je crois qu'on est tous en phase sur ce projet de réforme du système des retraites. On est aussi très ouvert pour éventuellement adapter quelques éléments. Le président l'a montré pendant la campagne électorale. Et donc, mais alors comment va-t-il mettre d'accord les LR d'un côté, Horizon de l'autre, Modem, plus La République En Marche? Ça ne va pas être facile, c'est ce que dit Benjamin Morel. C'est l'essence du pouvoir politique et c'est l'essence des discussions à l'Assemblée nationale, de régler les grandes contradictions qui traversent notre pays. Et donc oui, on va peut-être davantage discuter à l'Assemblée nationale. Oui, le fait qu'on ait été ultra majoritaire nous ont peut-être minoré dans notre capacité de discuter avec les uns et les autres, mais je pense que ça aurait été le cas de tout le monde. Vous savez, quand il y a des élus LFI ou Verts qui dirigent des collectivités, ils ne font pas preuve d'un grand sens du compromis dans les collectivités qu'ils dirigent. Et donc cette nouvelle situation va pousser chacun à davantage de discussions parce qu'on a tous envie de faire avancer le pays. Voilà, et puis évidemment au niveau local, ce n'est pas la même chose qu'au niveau national, ça faut aussi le répéter. Benjamin Morel, un mot sur la dissolution possible de l'Assemblée nationale. Alors là, c'est l'arme absolue du président. C'est l'arme absolue, c'est une arme à double tranchant. Ça veut dire qu'il peut dissoudre, et en plus il peut le faire quand il veut, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui provoquerait des élections, de nouvelles élections. Exactement. Alors il peut le faire quand il veut, il ne peut pas y avoir un an, il doit y avoir minimum un an entre deux dissolutions. Donc là, il pourrait le faire demain, mais s'il le fait demain, il faudra attendre 2023 à la même date, plus un jour, pour qu'il puisse redissoudre. Si ça devient intenable, s'il n'arrive pas à avoir les coalitions, s'il ne peut pas faire passer ses réformes, ça reste l'arme absolue. Alors ça reste l'arme absolue, mais encore faut-il qu'elle ne vous revienne pas en boomerang. C'est ce qui se passe pour Jacques Chirac en 1997, c'est-à-dire que si vous avez un gouvernement de votre couleur politique qui est assez impopulaire et que vous faites une dissolution, vous avez toutes les chances d'avoir une majorité qui vous est encore moins, une assemblée qui vous est encore moins favorable après la dissolution. Donc il faut vraiment qu'il y ait une occasion où tout d'un coup vous êtes miraculeusement populaire pour tout d'un coup dissoudre et espérer avoir une majorité. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Ou trop paralysé.
ou trop paralysé, mais ensuite, ce que vous pouvez... Enfin, c'est le paradis. Vous savez, 1997, c'est quoi? 1997, c'est Jacques Chirac qui dit « Voilà, ma majorité a été élue en 1993, elle est composée en majorité de partisans d'Édouard Balladur. Je ne peux pas gouverner avec les Balladuriens, je veux une majorité chiracienne. » Il dissout, il a une majorité de gauche et ça s'appelle la troisième cohabitation. Et finalement, il s'en est pas mal tiré puisqu'il a été réélu derrière. Oui, mais après Jacques 5 Chirac, ans, on n'aurait rien pouvoir faire. C'était pas le but d'être élu. Le but, c'est de... Et en plus, Macron ne peut pas être réélu, parce qu'en 2027, il ne peut faire que 2 mandats successifs. Dissolution de l'Assemblée nationale, vous, c'est un instrument très 5e République. Très 5e République, et puis je partage ce qui a été dit, c'est souvent, ça revient dans l'effet inverse, parce qu'il y a aussi les électrices et les électeurs qui ont le sentiment que leur vote n'est pas respecté, puisque si Emmanuel Macron dissout dans quelques jours, c'est-à-dire il renvoie à celles et ceux qui ont voté pour leur candidat en disant... Mais s'il dissout dans 6 mois, par exemple, on peut le faire dans 6 mois. Les choses auront peut-être changé. Je ne crois pas à la dissolution aujourd'hui en l'état actuel, puisqu'en plus, il faut, pour gagner une majorité, être un président populaire, ce qui est loin d'être le cas d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Béatrice Rouleau. Oui, tout à fait. Il pourrait se retrouver avec plus du tout de majorité, même pas relative. Donc va-t-il songer à dissoudre? Je n'en suis pas certaine. Thomas Gassillou, est-ce qu'il va songer à dissoudre Emmanuel Macron si effectivement vous ne parvenez pas à des compromis avec... Les Français seront témoins du comportement des uns et des autres et de leur volonté de faire ou pas avancer le pays. La dissolution, c'est une sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur la tête de chaque député et c'est toujours un échec de devoir l'utiliser. Donc vous voyez, moi, la dissolution, je la vois plus comme une dissuasion sur le fait de dire, si vous, en tant que député, vous ne mettez pas vos positions politiciennes les uns les autres au placard pour essayer de construire des grands compromis pour le pays, favorables au pays, le président peut dissoudre, mais bien entendu, ce sera un échec de devoir y recourir. Un échec de devoir y recourir. Benjamin Morel, vous êtes d'accord avec ça, hein? Mais ça reste l'arme absolue, il faut le savoir, la 5e République le permet. C'est une arme qui est réellement à double tranchant, mais elle aurait un effet intéressant, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de l'effet de vague, etc. Il y a un problème aujourd'hui qui est lié au quinquennat, qui est le télescopage des calendriers. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a des majorités pléthoriques pour le président de la République? Parce que les élections législatives arrivent strictement derrière les présidentielles. Si jamais vous décorrélez les deux calendriers, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez plus cet effet-là. Et là, il n'y a pas besoin de revenir à un septennat. Une dissolution peut suffire parce que du coup, mécaniquement, vous les décorrélez, les élections. Il faut revenir à un septennat, selon vous. On pourrait aussi. Merci Benjamin Morel d'avoir été avec nous. Merci Thomas Porte. Merci également Béatrice Rouleau. Merci à vous Thomas Gassillou. Merci à Armand Zorn d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24. Vue de France. Vue de France,